Voilà, bienvenue donc à notre émission, voilà, Jacques Roger, disons, émission Big Back, Brian Ivorian Dream Back Again, une émission animée et présentée par Jacques Roger. Vous venez d'écouter de M. Laurent Gbagbo, il a été clair, hein. Pour lui, c'est un coup d'État civil, c'est un deuxième coup d'État. Après le coup d'État, donc des IB autres, hein, M. Ouattara orchestre encore un autre coup d'État, et ça, c'est un coup d'État civil. Et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On vous a je pas suis le amnistié. seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjam Cham, Cheikh Tidjam Cham, président du PDCI RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection, Qu'est-ce que c'est alors? c'est un coup d'État civil, c'est un braquage électoral, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui, c'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a les push civils qui sont souvent à la base des push militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième et c'est fini. Mais c'était dans la Donc, constitution précédente non, même dans celle actuelle, qui annulait les les deux non, premiers mandats. même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats. Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections là, et les gens ont été candidats, Oui. euh, des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ, Et je pense que nous sommes
tout à fait en phase avec ce qui est en train donc de se passer. Je l'ai dit, ladies and gentlemen, si nous ne faisons pas attention, nous laissons ce quatrième mandat se dérouler, nous perdons la Côte d'Ivoire à jamais. Parce que dorénavant, personne ne respectera plus rien. Un autre président utilisera la méthode de Ouattara pour conserver le pouvoir. Vous comprenez? Et ils sont là, selon eux, pour une éternité, pour 50 ans. Ils ont opéré un coup d'État, d'abord, qui a fait partir Henri Konan Bédié, tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo, à plusieurs reprises, qui s'est transformé en rébellion. Et là, c'est encore un coup d'État civil qu'on a orchestré déjà en, en 2020 et qui continue en 2025. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes là, nous regardons, nous ne disons rien. Nous subissons alors que nous savons que la grande majorité des Ivoiriens sont contre ce qui est en train de se passer. Yeah, cher ami, ce qui est en train de se passer est très grave. C'est un coup d'État. Un coup d'État où on a mis, vous voyez, déjà dans la rue, hein, des militaires qui sont partout et qui empêchent la population, qui ne veut pas voir la population exercer dans son droit constitutionnel, à savoir des marches. Oui, c'est un coup d'État civil qui est en train donc de s'opérer, les dieux gentlemen. Alors, le thème donc de notre sujet aujourd'hui, c'est la démocratie à la Kalash. Nous allons donc éduquer, éveiller et rassembler seulement donc les consciences. Yeah. Ce qui est en train de se passer est assez grave. Ouvrons les yeux, observons. Et si nous n'ouvrons même pas les yeux, c'est-à-dire donc les narines, pour smell le coffee ivoirien, le coffee from the Ivory Coast. That coffee is burning. We have to do something about it. Le coffee ivoirien est en train donc de brûler. Nous sentons tous. Certains font semblant de ne pas sentir, d'autres ferment les narines, et certains encore qui sentent et puis qui disent voilà, l'odeur est bien. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Loin de tout ce qui est en train de se passer, il y a véritablement, les gentlemen, un coup d'État. Le président Laurent Gbagbo le dit haut et fort. Il dénonce le coup d'État civil et le braquage électoral. Oui, le coup d'État civil et le braquage électoral. Ces mots, prononcés par donc un ancien chef d'État, l'ancien chef d'État, résonnent encore comme un séisme politique. Mais nous sommes en face des gens qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur. Ils se disent que là, ils contrôlent tout. Je suis le brave Tché. J'ai pris ce pays-là. J'ai fait tout ce que je pouvais. Jusqu'à présent, je n'ai jamais payé donc les conséquences. Je continue toujours et il n'y a rien. Voilà la situation dans laquelle nous nous sommes en train de gentlemen. C'est un coup d'État, un braquage. Autant dire que la démocratie ivoirienne n'est plus seulement malade, mais elle est en danger. Nous sommes vraiment en danger. Ce soir, je ne viens pas donc entretenir donc la polémique, mais poser donc les vraies questions. Qu'est-ce qu'un coup d'État civil? Pourquoi un braquage électoral? Et surtout, que pouvons-nous faire, nous citoyens, pour que donc la Côte d'Ivoire ne sommes pas dans l'arbitraire? Assurément, il y a un coup d'État. Et nous faisons quoi dans cette situation? Yeah. Bienvenue donc à tous. Ce soir, nous ne parlons pas donc de cette démocratie à la calache. Une démocratie où les urnes sont surveillées par donc les armes, où la peur a remplacé donc le débat et où la souveraineté donc du peuple devient donc un slogan vide. Ensemble, nous allons comprendre, dénoncer et proposer. Parce qu'aimer la Côte d'Ivoire, cher ami, c'est aussi refuser donc de recevoir, ou bien refuser donc de le voir confisqué par un individu, par un camp, par une région. Yeah.
Alors, la première chose que nous allons développer, c'est donc la démocratie à la Kalash. Des bruits de tirs lointains, puis silence. On nous parle de démocratie, mais c'est la Kalash qui surveille donc les urnes. On nous promet donc la liberté donc d'expression, mais chaque mot pèse encore, ou bien pèse comme une balle. Ici, donc, le débat se fait donc à voix basse, c'est clair. On ne parle pas trop. Et le silence devient donc une stratégie donc, de survie. Ce silence lourd devient une stratégie de survie. Nos parents au pays ne peuvent pas tellement parler. Même ceux qui sont aux États-Unis hésitent avant de parler. Même j'ai un corrigé qui vous parle. Il regarde à gauche, il regarde à droite, devant, derrière aussi parfois avant de parler. Oui, nous vivons dans une démocratie à la Kalash. On voit donc des bruits donc de bottes. Près donc de 50 000 soldats sont dans les rues, y compris donc les dozos. Et le silence devient donc une stratégie donc de survie pour la population. On ne se contente plus les voix. On compte les blessés. On compte parfois les morts. Voilà la démocratie et la Kalash. Oui, c'est une démocratie que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qu'a décrit M. Laurent Gbagbo comme un coup d'état civil, c'est cette forme moderne de confiscation donc du pouvoir par des chats donc de rue, mais donc si vous voulez donc des institutions verrouillées. Et on a une justice aux ordres, une justice qui est accroupie, une justice qui attend des dictées de là-haut avant donc d'agir. Il n'y a pas de poche militaire, mais c'est un poste juridique que nous sommes en train donc d'assister maintenant. Comprenez? Et le braquage électoral, c'est quand, cher ami, donc les urnes deviennent donc un décor. Quand donc la victoire est décidée donc d'avance, comme nous sommes en train donc de voir. Nous le voyons en train de faire campagne au nord avec des centaines, des milliers donc de personnes autour. Ils sont heureux, crier takokele. Des gens qui n'ont pas honte. Yeah. Voilà des tricheurs. Ils ont triché pratiquement tout le temps. Ils ont menti au peuple. Ils ont créé la confusion. Ils ont apporté la guerre, la désolation, rien que pour la conservation du pouvoir ou bien pour arriver au pouvoir. La démocratie, les gentlemen, ne peut pas respirer donc dans une maison où chaque fenêtre est fermée. C'est clair. Elle meurt, étouffée dans la peur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les Ivoiriens ont peur. Yeah. Boup, 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 boup. Le cœur bat. Mais l'heure, cher ami, n'est pas donc à la plainte. Elle est donc à la conscience. Car chaque fois que donc le citoyen se tait, le tyran s'enhardit. Le tyran grandit. Le tyran est heureux. Voilà ce que nous sommes en train donc de voir, les gentlemen. Nous nous taisons. Et face à cela, M. Ouattara et son camp sur la coule douce, ils sont au pouvoir. Ils ne veulent pas partir. Vous donnez 4 mandats à M. Ouattara, il prendra un 5e mandat. D'ailleurs, c'est ce qui est en préparation, puisque déjà, il prépare des élections déjà législatives. Yeah. C'est-à-dire au moment où vous êtes énervé, ils vont faire un braquage électoral. Vous comprenez? Et automatiquement, eux, ils vont aller directement aux urnes pour avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale et de faire ce qu'ils veulent. Transformer ce pays-là en un État Ouattara. Et changer même le nom du pays pour appeler Téné Ouattara. Pourquoi pas? Yeah, this is what's going on here. And I believe, and I have been saying it, we have to do something. When I say something, I'm not talking about rebellion. I'm not talking about war. I'm not talking about do something illegal. I'm talking about speak out. Say loud. We are not happy. We don't like what's going on here. We want to change. We want the Ivory Coast to be a very normal country. Yeah, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays normal, où les gens respectent la Constitution,
où la justice est là pour tout le monde. Vous comprenez? Où un enfant de CP1 ou un enfant de pauvre peut un jour aspirer à être président s'il travaille dur. Une Côte d'Ivoire de mérite, pas une Côte d'Ivoire de rattrapage. Une Côte d'Ivoire de Ouattara, une Côte d'Ivoire des Kanté, une Côte d'Ivoire de Koulibaly, une Côte d'Ivoire de je n'en sais quoi. Yeah. J'étais aujourd'hui dans une ambassade, puisque nous sommes allés à une réunion, à une rencontre de haut niveau, où j'ai discuté avec des personnes qui m'ont approché, des gens qui suivent nos émissions. Et la majeure partie approuvait ce qu'on dit, même s'il y avait quelques ratés quelquefois. Oui, c'est ce qui fait aussi la beauté des choses, parce que tout ne peut pas être de façon très très bien. Il y a de bonnes choses et parfois de mauvaises choses. Voilà ce qu'ils me disent. Il dit nos ambassades souffrent dans la mesure, le gentleman, où seulement ce sont des gens carents, des gens qui n'ont aucune formation, aucune dignité, des gens qui n'ont aucun langage qu'on amène dans nos ambassades parce que ce sont des parents de quelqu'un. La majeure partie des ambassades au niveau donc, des pays africains, c'est comme ça. Hein? La majeure partie des gens qui sont là-bas, ce sont les enfants de quelqu'un. Ce sont les parents de quelqu'un, d'un tel ministre, d'un tel député. Ils viennent, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Parfois, même quand ils viennent donc dans ce pays, ils ne parlent même pas la langue. Et le français est mal. L'anglais, c'est la catastrophe. Donc voilà dans nos ambassades ce qu'on nous amène. C'est à l'image de ce que nous sommes actuellement en train donc, de voir. Ou pour avoir donc un bon boulot, il faut se faire appeler Ouattara. Yeah. Et nous voulons que cela continue. Mais non, cher ami, le combat est continu. Le combat est perpétuel. Si avec tout ce que nous faisons, M. Ouattara a réussi à se faire choisir comme président, nous devons continuer et amplifier la manifestation et la contestation afin qu'il y ait une cohabitation et que nous devons gérer ce pays-là ensemble. Ce pays nous appartient. On ne va pas permettre à M. Ouattara de nous emmener encore les candidats camarades devant nous. On ne peut plus l'accepter, les gentlemen. On ne devait même plus l'accepter. La Côte d'Ivoire, c'est notre Côte d'Ivoire, c'est votre Côte d'Ivoire. Il nous appartient. On ne peut plus le laisser, si vous voulez, l'imposture s'installer à vitam aeternam. Non, énervez-vous. Ce pays nous appartient. Ils volent, ils trichent, ils manipulent nos constitutions pour rester au pouvoir sans pour autant gagner donc dans les urnes. On ne peut plus accepter cela. Le combat ne fait que commencer. De maintenant jusqu'à ce que M. Ouattara capitule. Même, comme je le dis, il se fait élire donc ce samedi, pas élire, il se fait choisir comme le samedi. Nous continuons le combat. La pression. Nous devons gérer, cohabiter, gérer ensemble, comme lui l'a fait au temps du général Gueye, comme il a fait au temps de Laurent Gbagbo. Yeah. On ne peut pas laisser Ouattara et son clan nous imposer leur vision. Je le dis, nous avons deux nations. Nous avons plusieurs nations, mais nous avons deux grandes nations dans ce pays. Il y a la nation de Ouattara, représentée par ses parents du Nord, et il y a la nation du Sud. Mais ils veulent imposer la nation du Sud, du Nord sur le Sud, sans que le Sud ait à dire quelque chose, alors que la majeure partie des richesses se trouve au Sud. Yeah. Nous devons dire non à cela, les gentlemen. Dire, nous ne sommes pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord. Cela ne veut pas dire qu'on déteste Ouattara. Ou bien qu'on veut faire un coup d'État, mais nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation. Parce que la population a attendu que M. Ouattara parte, qu'il finisse ses 2 ans et qu'il foute le camp et qu'il n'y ait plus donc de guerre. Il a fini ces 2 ans de foutre le camp, il a tripatouillé la Constitution, menti à la population pour tripatouiller la Constitution pour rester pour un troisième mandat en inventant mon candidat est décédé. Le quatrième mandat, c'est quel candidat qui est décédé encore? Son frère vient nous dire que nous ne sommes pas compétents. Mais il a raison, nous ne sommes pas compétents. Si on peut laisser M. Ouattara faire un troisième mandat, si on peut laisser M. Ouattara encore faire un quatrième, nous ne sommes pas compétents, les gentlemen. Oui, c'est vrai. Et il a parfaitement, et Téné a parfaitement raison, les gentlemen. Une minute là. Yeah. Et qu'il a parfaitement raison. Donc voilà ce qui est en train donc de se passer, les gentlemen. We have to do something. Yeah. Nous avons fait quelque chose. Nous ne sommes pas contents, nous disons que nous ne sommes pas contents. We are not happy. By saying that we're not happy,
That doesn't mean we don't like Ouattara or he hates him. No, we don't. But we are not happy. And when you are not happy, you say it loud and louder. Nous ne sommes pas contents avec cette orientation. Et il faudrait le dire à M. Ouattara. Le combat doit être continu et perpétuel jusqu'à ce que M. Ouattara comprenne. Parce qu'à 83 ans, croyez-moi, comme le dit Laurent Gbagbo lui-même, puisqu'il sait de quoi il parle, on est malade. Lui-même, Ouattara, il a été clair qu'à 75 ans, au dépassé 75 ans, on ne peut plus bien diriger un pays. Il en a jusqu'à 83 ans, 84. Donc, il ne dirige même plus le pays, c'est son entourage qui dirige. Allons-nous accepter cela? Mais non. Le combat doit être perpétuel et continu. On ne vient pas dire, ah oui, parce que M. Ouattara s'est fait choisir, ou bien il a fait son coup d'état civil le samedi, alors on continue. Non, continuons le combat jusqu'à ce qu'il capitule. Continuons le combat jusqu'à ce qu'ils capitulent, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas laisser ce pays-là devenir le pays. Ah mais non, ce pays-là nous appartient. Yeah. Alors, le deuxième segment que nous allons mettre sur la table, vous savez, j'étais donc à cette réunion de haut niveau et où des congressmen américains sont venus intervenir. Yeah. J'étais là et je les écoutais attentivement. Des congressmen, des gens au haut niveau, des députés américains. Ils sont venus nous faire un cours de souveraineté. Voilà ce qu'ils ont dit. La souveraineté est le moteur de la dignité. Je répète, la souveraineté est le moteur de la dignité. Si vous n'êtes pas un pays souverain, tout ce que vous allez faire, les gentlemen, vous n'allez pas réellement vous en sortir. Voilà pourquoi, partout où vous partez, non seulement il y a le drapeau américain, mais les gens chantent. Ils aiment leur pays, un pays souverain, la liberté et la démocratie. Voilà ce qu'ils défendent. Voilà ce qu'ils défendent. Et il nous a fait le coup de la souveraineté. J'étais là et puis j'ai dit, ouais, ouais, c'est clair. La souveraineté est le moteur de la dignité nationale. La souveraineté est le moteur de la dignité nationale. Voilà donc les propos donc, du congressman. Je crois que il nous a fait le cours de souveraineté. Et je suis là, j'étais assis, j'ai dit, ouais, je comprends pourquoi ces pays-là sont développés. La souveraineté, les gentlemen, c'est l'âme d'un peuple. C'est le droit de décider pour soi, sans tutelle. Aujourd'hui, notre souveraineté est affaiblie. L'économie, parce que donc nos recherches profitent plus aux multinationales qu'aux paysans, qu'aux étrangers, qu'aux Ivoiriens. Yeah. Les étrangers sont très bien pour un pays, mais quand nous laissons installer les étrangers sans garde-fou, c'est la population qui souffre. Ils viennent avec l'argent, ils viennent avec leurs idées, ils viennent avec leur politique et ils nous imposent. Yeah. Aussi en politique, parce que depuis la nuit des temps, depuis donc des années, nous sommes encore sous tutelle donc de la France, c'est clair. Et les décisions sont dictées par l'extérieur, par la France précisément. Morale aussi, nous avons sur la morale aussi parce que nous avons oublié donc que la dignité est une âme pacifique. Sans dignité, on ne peut rien. Nous avons perdu cette dignité. Un pays sans souveraineté, c'est un drapeau sans vent. Il flotte, mais il n'avance pas parce que nous avons perdu cette dignité. Retrouver notre dignité, comment faire? C'est dire non à l'ingérence. C'est aussi non à la peur, non à la soumission interne qui travestit, si vous voulez, nos institutions. Nous devons prendre contrôle de notre pays et de notre dignité. Si nous ne le faisons pas, nous perdons donc le pays à jamais. Yeah. Cela va nous amener donc à parler de la démocratie et la liberté des fondations
qui ne sont pas négociables. La liberté, la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus libres. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes dans une monarchie où Ouattara et son clan décident. Et nous devons tous accepter, ou bien demain nous accroupir. Voilà ce qui est en train donc de se passer. Vous comprenez? La démocratie n'est pas un mot d'État. C'est un contrat de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Oui, je pense que c'est très bien ça, oui. Un contrat de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Elle n'est pas donc un jour de vote. Ce n'est pas du jour de vote seulement qu'on parle de la démocratie. C'est la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Alors que nous n'avons plus confiance en nos dirigeants. Donc il n'y a pratiquement plus de démocratie. C'est la culture de la vérité et de la justice. Il n'y a plus de vérité en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice, ladies and gentlemen. Donc nous ne sommes pas démocratie. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Dans une monarchie qui ne dit pas aussi son nom, cher ami. Quand on arrête donc des journalistes, c'est la vérité qu'on emprisonne. Quand on bâillonne l'opposition, c'est la République, les dieux d'instruments qu'on bâillonne. Et ça, c'est clair. Et quand donc le peuple perd donc le droit de dire non, c'est la fin donc de toute liberté. Est-ce que nous sommes en train donc de voir? C'est la fin de toute liberté parce que le peuple is tired of what's going on. Yeah. La liberté, cher ami, ce n'est pas ce n'est pas le luxe donc des riches. C'est le pain quotidien de toute démocratie vivante. Yeah. C'est le pain quotidien de toute démocratie vivante. C'est ça la démocratie. Vous comprenez? Et nous vivons donc dans une situation où nous sommes accroupis. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons vraiment pas dire ce que nous pensons. Des jeunes sont arrêtés aujourd'hui parce que vous portez le leket. Quand vous portez le leket, ça devient synonyme d'opposition, mais synonyme de marche. Donc automatiquement, on vous arrête. Nous ne sommes plus en démocratie. C'est la dictature. Il y a la dictature. Alors, je ne sais pas, je me promène aujourd'hui donc, dans les rues donc, de Washington. Je crois que j'ai pris quelques images. Alors voilà, on va essayer donc, de mettre un peu l'image derrière nous. Voilà, voilà. Quand je venais donc de. Bon, c'est que Washington, c'est clair. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, cela va nous amener à parler aussi donc du patriotisme. Faire l'appel au patriotisme donc, des Ivoiriens et à la conscience nationale. Nous manquons du patriotisme et la vraie conscience nationale. Nous nous préoccupons toujours sur les petites choses, sur les grandes choses. Toujours des débats sur les petites choses. Vous comprenez? Oui, il faudrait qu'il y ait cette conscience nationale. Et ça nous a parlé de patriotisme. Comme il le dit, le patriotisme-là, ce n'est pas donc la colère, c'est donc le courage. Le plus on parle de patriotisme, de patriote, non, 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 ce n'est pas la colère, c'est le courage, je l'ai dit. Quand vous êtes courageux, vous pouvez dire non quand vous avez pensé que ce n'est pas bon. C'est ça, cher ami. C'est là commence le patriotisme. C'est le courage. Ce n'est pas des insultes ou bien insulter le pays. C'est vouloir donc tout le réparer, vous comprenez. Voilà la situation dans laquelle nous sommes quand on parle de patriotisme. À la jeunesse, ceux qui nous écoutent, je leur dis, refusez donc le rôle donc, des spectateurs. Ne soyez plus des spectateurs. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites non. Ayez le courage de vous regrouper pour dire non sans forcément casser. La Constitution vous donne le droit de dire non quand vous n'êtes pas content, en utilisant donc des moyens de bord. À la diaspora, je vous dis, vos voix sont donc les leviers. Vos idées sont des armes pacifiques. Vous comprenez? Et aux forces donc, de sécurité qui bâillonnent, qui matent. Souvenez-vous que le peuple, je vous dis, on peut le dire, souvenez-vous hein, que protéger donc le peuple, voilà, c'est ça, protéger le peuple, c'est protéger la nation. On l'a vu pratiquement dans toutes les démocraties hein, ou bien dans toutes les dictatures. Quand les forces de l'ordre ont décidé maintenant de protéger le peuple, tous les dictateurs sont tombés. Yeah. Protéger le peuple. On nous parle déjà de 2 ou 3 ou 4 morts. Non, c'est pas bien. Yeah. Nous devons donc engager donc sur le double combat maintenant. Non seulement empêcher et créer des conditions donc d'un dialogue
puis continuer donc la mobilisation après le braquage, ou bien le coup d'État de samedi. Parce qu'en réalité, c'est un coup d'État civil qui se prépare donc le samedi. Après ce coup d'État, continuons le combat maintenant et continuons le combat après le coup d'État de M. Ouattara le samedi. Il y a un coup d'État civil. Il y a un coup d'État civil. Et après son coup d'État, nous devons continuer le combat. Nous entrons donc dans une phase décisive. Il faut se battre donc sur deux fronts. Maintenant et après. D'abord, empêcher et créer, imposer donc un dialogue avant donc le samedi. D'aucuns me diront que c'est un peu trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Vous comprenez? Même si nous ne réussissons pas, ce dialogue n'est pas donc si vous voulez, ce dialogue n'est pas donc une faveur. C'est une nécessité nationale. Appelons M. Dialogue. M. Ouattara a imposé le dialogue à Bédier, imposé le dialogue au général Gueye, il a imposé le dialogue au général à Laurent Gbagbo. On a fait balader la Côte d'Ivoire pratiquement de capitale en capitale, en capitale, en capitale, pour qu'on puisse trouver une solution à lui seul son problème. On a allé jusqu'à même accepter donc la rébellion, rien que pour trouver une solution au problème de Ouattara. Donc ce dialogue, ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité nationale. Mais ils se disent qu'ils sont des euphétistes. Le leitmotiv, si vous voulez, le mot fort de l'euphétisme, c'est le dialogue. Ils ont usurpé l'oufouettisme, le nom d'oufouet pour avoir une contenance. Mais en réalité, ce ne sont pas des oufouettistes. Ils sont tous sauf des oufouettistes. Il doit donc permettre donc d'éviter le dialogue, donc un chaos électoral. Et même après, si vous voulez, donc ce braquage électoral, il faut encore négocier, discuter, pousser M. Ouattara à aller à la discussion. Et cette discussion doit déboucher sur un pouvoir collégial. On ne doit pas laisser M. Ouattara et sa soldatesse et puis ses à côté, les candidats camarades gérer seuls ce pays-là. Pourquoi? Non, on ne peut plus accepter cela. Donc nous avons le droit de dire à M. Ouattara son braquage électoral. Là. On ne veut pas de guerre dans le pays. Là. Mais tu ne dois pas gérer ce pays-là seul. Il y a créer des conditions pour qu'il y ait un dialogue vrai et que la population commence à reprendre les rênes du pays. C'est ça. Donc le dialogue, ce n'est pas donc un chaos électoral annoncé. Il faut ramener donc la confiance et sauver donc la République de l'humiliation. Si M. Ouattara écoute seulement la nation du Nord, il ne fera pas du tout de dialogue parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement M. Ouattara. Hein. Les pensées de M. Ouattara, ce sont les pensées de la nation du Nord. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'élection. Ils ne veulent pas de changement. Ils veulent le braquage. Ils veulent certainement que M. Ouattara reste au pouvoir pour eux pouvoir jouir. Jouir. C'est tout. M. Ouattara aussi otage de la nation du Nord, que la nation du Nord aussi, elle, otage de M. Ouattara. Yeah. Voilà ce qui est en train de se passer. Je le dis. Mais si le pouvoir s'entête, alors on commence donc, si vous voulez, le deuxième front. Continuer donc la mobilisation après donc la sélection donc de M. Ouattara, ou bien après le braquage de samedi. Pas dans la violence, mais dans la persévérance citoyenne. Nous devons dire non. Ce que la Constitution nous dit qu'on peut faire, utilisons ça. Les marches, les manifestations pour imposer à M. Ouattara et son régime le dialogue. Exigeons donc une gestion collégiale donc, du pouvoir, la révision de la liste électorale et aussi le redécoupage juste et équitable avant les élections législatives. Nous devons le faire. Nous ne le faisons pas, les gentlemen. Nous perdons notre pays, nous perdons tout. Voilà. C'est ainsi, les gentlemen, qu'on transforme donc la colère en courage et la résistance en renaissance. Nous devons le faire. Ladies and gentlemen, it's about time to do something. We have to do it.